C'est parti. Bonjour à tous. Nous démarrons donc notre webinaire prévoyance TNS et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième module, donc ce troisième rendez-vous qui devient presque un rendez-vous traditionnel. Vous êtes encore nombreux à répondre présent à notre invitation et ça nous fait toujours autant plaisir. Donc on va attendre une petite minute pour que tout le monde ait le temps de se connecter et puis on va démarrer. Vous êtes probablement maintenant des habitués de ce rendez-vous. Allez, je propose qu'on démarre. Je pense que tout le monde, en tout cas, tous ceux qui sont ponctuels devraient être là. Donc, ravi de vous retrouver. Vous voyez que c'est encore une équipe assez féminine aujourd'hui, mais partiellement renouvelée. Hein, bon, vous connaissez Coraline, elle va quand même se présenter, mais normalement vous la connaissez. Je vais te présenter Coraline pour éventuellement les nouveaux. Coraline Ezadjari, donc responsable service prévoyance chez les femmes. Donc, bonjour à tous. Voilà, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et le plaisir de vous présenter aujourd'hui Marion Emery, qui a rejoint REPAM il y a tout juste 2 semaines en tant que responsable marketing produit, santé et prévoyance, et qui fait donc son entrée dans le monde des webinars. C'est ça. Bonjour à tous et ravie de participer très rapidement à ce premier webinaire. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve, on est toujours dans le cadre de notre cycle de formation à la prévoyance TNS. Et après 2 modules plutôt consacrés aux fondamentaux, eh bien, on attaque vraiment la partie plus technique en se penchant aujourd'hui sur des notions clés de l'indemnisation. Donc, on a 1h30 à passer ensemble. On va vous demander minimum d'attention et de concentration. Si vous avez prévu de gérer vos mails pendant ce webinaire, je pense que ça va être compliqué de suivre. Donc, voilà, on a tâché dans notre préparation d'être le plus pédagogue possible et d'avoir une cadence la moins rapide possible. Et on va essayer de faire tenir tout ça en 1h30. Si vous avez des questions, eh bien, utilisez s'il vous plaît la fonction Q et R. Et nous avons en coulisses Sandra et Sarah qui pourront répondre à certaines de vos questions au fil de l'eau. Et bien sûr, on se réservera des moments d'échange pour répondre en live à vos questions. Ça va ponctuer toute cette formation. Donc, on a 1h30 à passer ensemble. On aura un quiz. La coutume veut qu'on termine notre session par un quiz. Et puis voilà, vous recevrez à l'issue de la formation votre attestation DDA et le support comme on a l'habitude de le faire. Je vais partager mon écran. Voilà, que vous devriez normalement voir. Et puis, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Donc, pour rappel, alors tout le monde n'était pas forcément là dès le début. On a organisé 2 modules sur les fondamentaux, le 8 avril, sur les fondamentaux de la protection sociale des travailleurs non salariés. Le dernier module, qui était le module 2, le 11 mai, sur les fondamentaux de la couverture de prévoyance complémentaire du TNS. Et aujourd'hui, donc on rentre dans un module plus technique, orienté indemnisation. On va avoir 3 grands volets. Un volet sur l'arrêt de travail, le fonctionnement des franchises, des délais d'attente. Un volet sur la validité, les différents taux d'invalidité, les barèmes, les modalités d'indemnisation. Et un dernier volet pour balayer les modalités d'instruction globalement d'un sinistre. Voilà. Et donc, le module suivant sera consacré à la souscription
dans l'objectif de vous donner toutes les clés pour bien accompagner vos clients et bien conseiller vos clients au moment de la souscription d'un contrat complémentaire prévoyance. Voilà. Donc, les parties, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. En fait, je viens de vous les présenter. Et c'est Coraline qui va commencer avec toute la partie arrêt de travail. Effectivement, sur les franchises, les délais d'attente. Les franchises en incapacité de travail, donc petit rappel, l'incapacité de travail, donc c'est l'état d'une personne qui se trouve dans l'impossibilité physique totale mais temporaire de continuer à exercer son activité. Donc en cas d'ITT, l'assureur va venir verser des indemnités journalières à l'assuré à l'issue d'une franchise qui est choisie au moment de l'adhésion au contrat. Donc finalement, la franchise, c'est un laps de temps qui va s'écouler entre la survenance du risque, c'est-à-dire la date de l'arrêt de travail, et le premier jour d'indemnisation. Donc, pour visualiser un peu le mécanisme de la franchise, donc on vous a mis un exemple avec un arrêt de travail de 45 jours, donc avec une franchise de 30 jours. Donc, du 1er au 30e jour, on est dans la franchise, il n'y a pas d'indemnisation, et l'indemnisation commencera à compter du 31e jour d'arrêt de travail. Et donc, dans notre exemple, jusqu'au 45e jour. Il y a différents types de franchises qui existent sur le marché. Il faut distinguer la franchise absolue et la franchise relative. Donc, en cas de franchise absolue, les jours de franchise ne seront jamais indemnisés, peu importe la durée de l'arrêt de travail. Là aussi, un petit exemple, sur un arrêt de travail de 3 jours, l'assuré sera indemnisé 4 jours. Donc, les jours de franchise ne seront pas pris en charge. La franchise relative, elle, finalement, elle permet de revenir de manière un peu rétroactive et d'indemniser tout ou partie des jours de franchise, sous réserve que l'arrêt de travail soit supérieur au délai de franchise. Donc là aussi, des exemples. Donc le premier avec une franchise relative de 15 jours. Donc on a un arrêt de travail une franchise relative de 7 jours avec un arrêt de 15 jours. Donc l'arrêt dépasse bien la franchise. On va revenir indemniser les jours de franchise. Et là, dans l'exemple, l'indemnisation se fera sur 15 jours. Donc là, c'est un exemple. Les franchises relatives ne prévoient pas toujours de revenir au premier jour d'arrêt de travail. Ça peut être au 2e, au 3e, au 6e. Enfin, ça dépend du contrat. Un deuxième exemple, avec une franchise relative de 3 jours, un arrêt de travail de 2 jours. Donc là, effectivement, l'arrêt ne dépasse pas la franchise. Par conséquent, on ne reviendra pas au premier jour d'arrêt de travail. Et l'arrêt de travail ne sera pas indemnisé. Donc, chez Repam, on est sur une franchise absolue en cas de maladie. Donc, dans tous les cas, les jours de franchise ne seront pas indemnisés. Sur les franchises courtes, donc les 15, 3-3 et 30, 3-3. Donc, les franchises 3-3 accident hospi, on est sur de la franchise relative. C'est-à-dire qu'on reviendra, on appliquera une franchise d'une seule journée sous réserve que l'événement soit suivi d'un arrêt d'au moins 3 jours. Voilà, donc sur Repam, la franchise 3 jours hospi accident, on est sur de la franchise relative. Vous aurez l'occasion de poser des questions si besoin. Je poursuis. Donc, parlons des particularités de la franchise hospitalisation, puisqu'effectivement, que l'arrêt de travail soit lié à un accident ou une maladie, dans tous les cas, c'est la franchise hospitalisation qui sera appliquée si l'assuré remplit les conditions. Ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les cas, la définition de l'hospitalisation est contractuelle. Donc, ce n'est pas le fait de passer un peu de temps à l'hôpital, de se faire délivrer un bulletin d'hospitalisation qui va suffire à considérer qu'il y a eu hospitalisation au sens du contrat. Ça, c'est vraiment une notion qui va être définie dans les conditions du contrat. Donc, chez Repam, par exemple, on considère qu'il y a eu hospitalisation donc, pour application de la franchise hospi, dès lors qu'il y a eu un séjour d'au moins 24 heures dans un établissement hospitalier, ou alors en cas d'hospitalisation en ambulatoire, c'est-à-dire que là, c'est une hospitalisation de moins de 24 heures, mais ayant nécessité une intervention chirurgicale. Donc ça, c'est la définition de l'hospitalisation, en sachant qu'on prend en compte également l'hospitalisation à domicile. Donc, en cas d'hospitalisation à domicile, on va appliquer la franchise hospi, sous réserve que cette hospitalisation à domicile soit prise en charge par le régime obligatoire.
Et concrètement, si vous avez un client qui se trouve en arrêt de travail pour un problème de santé, qui, au cours de son arrêt de travail, est hospitalisé, dans tous les cas, on appliquera la franchise la plus favorable. Donc, le cas, souvent, vous avez un assuré qui est en arrêt de travail pour maladie, on va commencer à appliquer la franchise de 30 jours, par exemple. Si au bout de 10 jours, il est hospitalisé, eh bien, on appliquera la franchise hospi à compter du 10e jour. On fera toujours en sorte d'appliquer la franchise la plus favorable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important d'avoir des contrats qui prennent en compte l'hospitalisation en ambulatoire. Effectivement, c'est dans l'air du temps. On passe beaucoup moins de temps à l'hôpital. Beaucoup d'interventions sont en ambulatoire. Aujourd'hui, c'est à peu près 54%. C'était 54% des hospitalisations en 2016 et on tend vers un objectif de 70% en 2022. Donc, c'est également un point de vigilance sur les contrats que vous pouvez proposer à vos clients. Très bien. Quelques exemples pour illustrer. Oui, je propose quelques exemples pour comprendre un peu ces fonctionnements. Donc, prenons l'exemple d'Alexandre qui est en arrêt de travail pendant 25 jours. Donc, il a souscrit un contrat avec une franchise 33.3. Donc, 33.3, pour nous, c'est maladie, accident, hospi. Donc, faites attention aussi dans le sens de lecture des franchises. Les franchises ne se lisent pas forcément, ils ne s'affichent pas forcément dans le même ordre selon vos partenaires. Donc, nous, on parle toujours de maladie, accident, hospi. Donc, dans notre exemple, Alexandre rentre à l'hôpital le 1er avril pour des problèmes du rythme cardiaque. Il fait des examens et qui sont normaux, donc il rentre à son domicile le soir même. Toutefois, à titre de prévention, l'hôpital va lui prescrire un arrêt de travail de 25 jours, du 1er avril au 25 avril, et il reprendra son activité le 26. Donc, dans cet exemple, est-ce que Alexandre va être indemnisé? Malheureusement, non, puisqu'effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un accident. Il ne remplit pas les conditions pour application de la franchise hospitalisation, puisqu'il a été hospitalisé moins de 24 heures sans intervention chirurgicale, et l'arrêt sera donc inférieur à la franchise de 30 jours, qui est prévue en cas de maladie. Donc, dans cet exemple-là, on ne pourra pas indemniser cet arrêt de travail. Désolée, j'ai un peu tardé à afficher, mais ce n'est pas grave. C'était pour que vous écoutiez Coraline. Deuxième exemple, donc Julia, en arrêt de travail de 40 jours. Elle a souscrit à une franchise 15.3, donc toujours dans le même ordre, maladie, accident, hospi. Donc le 1er mai, elle est victime d'un accident de la voie publique, un accident de vélo. Elle est transportée à l'hôpital pour une luxation de l'épaule. Donc elle rentre chez elle en fin de journée et elle se fait prescrire un arrêt de travail de 40 jours du 1er mai au 10 juin. Donc, dans notre exemple, donc là, c'est un exemple d'application du contrat REPAM avec la franchise choisie chez REPAM. Donc, elle sera indemnisée à compter du 2 mai. En effet, il s'agit d'un accident. Donc, en cas d'accident, elle a une franchise de 3 jours, mais son accident est suivi d'un arrêt d'au moins 3 jours. Et là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur une franchise relative. Donc, on revient au 1er jour. Donc, finalement, on va appliquer une journée de franchise et l'assuré sera indemnisé à compter du 2e jour d'arrêt de travail. Dans l'exemple, le 2 mai. Donc, une petite frise pour vous montrer un peu visuellement. Donc, on a un arrêt de travail de 40 jours, une franchise relative de 3 jours. La franchise, l'accident est bien suivi d'un arrêt de plus de 3 jours. Donc, voilà, on indemnise pendant 39 jours et l'assuré aura à sa charge uniquement la première journée. Ça permet un peu d'illustrer le fonctionnement des franchises et que les choses sont assez claires. Vous aurez bientôt l'occasion de poser vos questions. Enfin, vous pouvez le faire, hein, évidemment, au fil de l'eau. Mais on a bientôt un moment de questions-réponses, juste après ça. Parlons de la rechute. Effectivement, la rechute. Donc, on parle de rechute lorsque l'assuré a eu une activité et on lui prescrit un 2e arrêt de travail. Donc là, effectivement, dans le cas d'une rechute, se pose la question de savoir si on réapplique la franchise et surtout, quels sont les critères pour considérer qu'il s'agit d'une rechute au sens contractuel. Puisque en cas de rechute au sens contractuel, on ne réapplique pas la franchise. Donc, dans ce cadre-là, il y a 3 questions à se poser. La première question, c'est de savoir est-ce que le premier arrêt est indemnisé? Si le premier arrêt n'a pas été indemnisé,
on va appliquer la franchise au deuxième arrêt. Si oui, s'il a été indemnisé, on se pose la deuxième question de savoir si la rechute intervient dans le délai de 2 mois. Donc, ce délai de 2 mois est contractuel et il est présent dans la majorité des contrats prévoyance qui prévoient que la rechute doit intervenir dans les 2 mois. C'est-à-dire que l'assuré doit être de nouveau en arrêt de travail moins de 2 mois après sa reprise d'activité. Si la rechute n'intervient pas dans les 2 mois, on est au-delà de ce délai, on va appliquer la franchise au deuxième arrêt. Si on est bien dans le délai de 2 mois, il y a une troisième question à se poser, à savoir si le nouvel arrêt est en lien avec le précédent. Est-ce qu'il fait suite, c'est les suites et conséquences du premier arrêt, si c'est la même pathologie, ou les suites et conséquences d'un accident indemnisé. Donc sinon, si le nouvel arrêt n'a pas de lien, on applique la franchise. S'il est en lien avec le précédent, dans ce cas-là, on ne fera pas réapplication de la franchise sur le deuxième arrêt. Donc finalement, il y a 3 conditions qui sont cumulatives pour entrer dans le cadre d'une rechute au sens contractuel et donc ne pas faire réapplication de la franchise. Il faut que le premier arrêt ait été indemnisé, que la rechute intervienne dans un délai de 2 mois maximum et que le nouvel arrêt soit en lien avec le précédent. Et seulement dans ces conditions, effectivement, on ne fera pas réapplication de la franchise. Sinon, on repartira sur le délai choisi au moment de l'adhésion. Très bien. Alors, peut-être qu'avez-vous des questions déjà sur ce mécanisme de la franchise et de la rechute? N'hésitez pas. Alors, donc j'ouvre la petite boîte questions-réponses. Je pense donc que Sarah, Sandra ont déjà répondu probablement à des questions. Je prends les questions qui peuvent rester. Pour bien comprendre, si d'abord on a un arrêt maladie et une franchise maladie de 30 jours, et ensuite au bout d'une semaine d'hospitalisation, pardon, alors c'est toujours un exercice, l'exercice du direct est toujours compliqué. C'est que parfois il faut du temps pour comprendre les questions. Et ensuite, au bout d'une semaine d'hospitalisation, alors l'indemnisation démarre 3 jours après et non pas l'indemnisation démarre 3 jours après et non pas au 30e jour. OK. Donc, on a un arrêt maladie avec une franchise maladie de 30 jours. Au bout d'une semaine d'arrêt maladie, hospitalisation. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que l'indemnisation va démarrer 3 jours après, c'est-à-dire on applique la franchise hospitalisation et non pas 31e jour, auquel cas on appliquera la franchise maladie. Bah, effectivement, c'est exactement ça. Là, si au bout d'une semaine, on a une hospi, on va appliquer la franchise hospi à compter du jour de l'hospi. Donc, effectivement, là, finalement, l'assuré, plutôt que d'être indemnisé à compter du 31e jour d'arrêt de travail, potentiellement, il sera indemnisé au bout d'une semaine. Effectivement, la première semaine, on est dans la franchise maladie et à compter de l'hospi, on applique la franchise hospi. Ok, on a 2 questions concernant la franchise relative. Pour moi, sont liées. Peut-être bien comprendre quel est finalement l'intérêt ou la raison d'être de cette franchise relative et qui la détermine. Dans quel cas on sait si on est dans le cadre d'une franchise relative ou absolue? Alors, sur la franchise relative, qui la détermine, j'ai envie de dire, bah là, ça va être contractuel. Effectivement, nous, on prévoit que sur ces franchises-là, c'est une franchise relative. C'est bien prévu au moment de l'adhésion sur notre outil de tarification, que sur les franchises 15.3.3 et 33.3, nous sommes sur des franchises relatives en cas d'accident et d'hospi. L'intérêt, en fait, l'intérêt, c'est de quand même que l'assuré ait une journée de carence. En fait, l'idée de la franchise relative, c'est pour que les assureurs ne souhaitent pas prendre en charge des arrêts d'une journée. Une personne qui, par exemple, va à l'hôpital se faire enlever un grain de beauté, qui se ferait prescrire un arrêt d'une journée ou 2 journées, d'indemniser ce type de petits arrêts qui, normalement, ne devraient pas être prescrits. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, c'est qu'on impose un minimum de durée d'arrêt, mais on permet quand même à l'assuré d'être indemnisé sur quasiment toute la durée de son arrêt, à part la première journée, qui reste aussi à sa charge. Ce sont généralement des franchises qui sont franchises en cas d'hospitalisation, mais on va rarement trouver des franchises relatives en maladie. Oui, effectivement, les franchises relatives vont plutôt concerner l'accident et l'hospi. À ma connaissance, il n'y a pas de franchise relative sur la maladie. Pardon. Okay. En cas d'un arrêt, donc si on a un arrêt initial inférieur à la franchise, mais avec une prolongation de l'arrêt supérieure au délai de franchise, est-ce que l'assuré sera indemnisé sur la totalité de l'arrêt?
Là, en fait, ça va être le fonctionnement. Alors, ça dépend si on est dans le cas, encore une fois, d'une franchise relative ou pas. Dans tous les cas, effectivement, quand on parle d'arrêt, on prend en compte l'arrêt initial et les prolongations. Dès lors que l'arrêt est prescrit de manière continue, en fait, on va prendre l'arrêt initial et toutes les prolongations pour venir indemniser l'assuré. Donc, soit dans un exemple d'un arrêt maladie de 30 jours, de 40 jours, par exemple. On a un arrêt initial qui va peut-être faire 10 jours, mais effectivement, derrière, on a une prolongation d'1 mois. Donc là, on va venir indemniser à compter du 31e jour, parce qu'on a bien un arrêt continu supérieur à 30 jours. Mais si on était dans le cadre d'une franchise relative, on pourrait revenir indemniser tout ou partie de l'arrêt. Mais en sachant que sur la maladie, effectivement, la franchise relative n'existe quasiment pas. Ok. Dans le cas d'un arrêt qui n'a pas été indemnisé parce que inférieur à la franchise, donc par exemple un arrêt de 29 jours avec une franchise de 30 jours, s'il y a rechute dans les 2 mois, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas tenir compte des 29 jours d'arrêt? Alors, pardon, je t'ai coupé. Effectivement, alors là, c'est une notion volontairement, je n'ai pas souhaité vous embrouiller de parler de franchise continue et discontinue. En fait, on est sur des franchises continues, c'est-à-dire que la franchise, si on a une franchise de 30 jours maladie, il faut que l'arrêt soit continu pendant 30 jours. Donc, effectivement, dans votre exemple, si on a 29 jours, là, on est inférieur à 30 jours, donc on ne va pas indemniser cet arrêt de travail. Si on a une rechute dans les 2 mois, on va réappliquer la franchise en totalité, puisque le premier arrêt n'aura pas été indemnisé, et on est sur une franchise continue. Donc, effectivement, le deuxième arrêt, on ne va pas décompter les 29 jours qui seront déjà effectués. Et ça, après, c'est marché aussi, c'est que globalement, tous les contrats prévoient que la franchise doit être appliquée de manière continue. Ok. Donc là, dans le cas de la rechute, finalement, là, on peut partir du principe que le premier arrêt n'a pas été indemnisé parce que sous la franchise, donc il n'y a pas rechute au sens contractuel. Voilà, mais effectivement, on ne décompte pas les jours de franchise qui auraient déjà été effectués. Quel est le mécanisme de la franchise discontinue? On a fait le tour des questions, en tout cas qui sont affichées. Donc, je vous propose qu'on poursuive. Donc, on a parlé des franchises et maintenant, on va parler des délais d'attente. Donc, le fameux délai d'attente, on parle aussi de délai de carence. Donc, c'est la même chose, délai d'attente, délai de carence, mais à surtout pas confondre avec la franchise. C'est vrai que la notion de délai d'attente est peut-être plus claire. C'est pour ça que volontairement, on va employer cette terminologie. Par contre, c'est vrai que le délai de carence, souvent, le délai de carence est confondu avec la franchise. Ce n'est pas la même chose. Délai de carence et délai d'attente, c'est la même chose. La franchise, c'est une notion distincte. Comme je vous l'ai dit, la franchise, c'est la période qui démarre au premier jour d'arrêt de travail, pendant laquelle on ne verse pas de prestations. Et la franchise va s'appliquer à chaque nouvel arrêt de travail, sauf dans le cadre de la rechute. Le délai d'attente, en fait, c'est un laps de temps qui court à compter de la prise d'effet du contrat, pendant lesquels les garanties ne sont pas acquises. Donc, en fait, pendant un certain laps de temps, le contrat a pris effet, par contre, les garanties ne sont pas encore acquises. Donc, on vous a mis un petit exemple. Un contrat, par exemple, qui est souscrit au 1er mai, qui aurait un délai d'attente de 3 mois. Donc, du 1er mai au 1er août, les garanties ne sont pas acquises. On est sur un délai d'attente. Si l'assuré se trouve en arrêt de travail après au 15 septembre, là, l'arrêt de travail, on fait application de la franchise et on vient indemniser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais de délai d'attente en cas d'accident. Et alors qu'il n'y a pas de délai d'attente en cas de décès. Et qu'en cas d'incapacité et d'invalidité, il n'y a pas de délai d'attente en cas d'accident. Donc, finalement, le délai d'attente est appliqué en cas d'incapacité ou d'invalidité qui va venir faire suite à une maladie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que classiquement, le délai d'attente pour les maladies, il est de 3 mois. C'est le cas dans notre contrat REPAM. Et souvent, ce délai peut être allongé pour certaines pathologies. Donc, par exemple, les pathologies du dos peuvent être soumises à des délais d'attente plus longs. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, le dos est traité comme une maladie classique, donc soumis à un délai d'attente de 3 mois. Et les pathologies psy, elles aussi, classiquement, souvent ont un délai d'attente plus long. Donc, ce qui est notre cas. Nous, en cas de pathologie psy, le délai d'attente est de 12 mois. Et en sachant que la particularité aussi de notre contrat, c'est qu'il n'y a pas de délai d'attente donc en cas d'accident, mais ça, c'est le cas de tout le monde. Mais aussi, il n'y en a pas en cas d'une maladie infectieuse. Donc, typiquement, par exemple, dans des cas de Covid, un adhérent qui aurait souscrit il y a moins de 3 mois, on ne lui opposera pas le délai d'attente. Donc,
deux conséquences du délai d'attente qu'il faut bien avoir à l'esprit. La première conséquence, c'est que tout arrêt de travail qui survient pendant le délai d'attente ne sera pas pris en charge, même s'il se poursuit au-delà du délai d'attente. Donc là aussi, on a fait un schéma un petit peu visuel. Donc la date d'effet du contrat, on a le délai d'attente, un arrêt de travail qui intervient pendant le délai d'attente, qui se poursuit au-delà, il ne sera pas indemnisé. Ça, c'est la première conséquence du délai d'attente qui est peut-être finalement la plus simple. La deuxième conséquence du délai d'attente, c'est que tout arrêt de travail qui fait suite à une maladie dont les premières manifestations sont survenues pendant le délai d'attente, l'arrêt ne sera pas indemnisé, même s'il survient au-delà du délai d'attente. Donc là, le mécanisme est un peu différent. Donc, on a une souscription de contrat, un délai d'attente, des troubles de santé. L'assuré commence à avoir ses premiers troubles de santé. Il est en arrêt au-delà du délai d'attente. Cet arrêt de travail-là ne sera pas indemnisé. Parce qu'effectivement, les premiers troubles qui ont entraîné l'arrêt de travail sont survenus pendant le délai d'attente. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les suites et conséquences des accidents ou maladies, des maladies notamment qui sont manifestées pendant le délai d'attente, sont définitivement exclues. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. C'est aussi la raison pour laquelle les délais d'attente peuvent être abrogés, notamment en cas de reprise à la concurrence. On sait que ça peut être dangereux de resoumettre votre client à ces délais d'attente quand il a un contrat concurrent. Donc, sur certaines conditions qui vont être propres à chaque assureur, ces délais d'attente pourront être abrogés. En principe, à minima, on impose que le contrat concurrent prévoit des garanties de même nature, de même montant. Si on est dans le cadre d'un contrat à peu près identique en termes de montant, les délais d'attente seront abrogés en totalité. Si vous profitez de transférer votre contrat pour augmenter les garanties, souvent l'abrogation des délais d'attente se fera à hauteur des anciennes garanties. Donc, votre client avait 50 € par jour en un cap, il souscrit 100 auprès de la nouvelle compagnie. S'il a un problème de santé dans le délai d'attente, il sera indemnisé, mais à hauteur de 50, donc à hauteur des garanties antérieures. Le but, bien évidemment, c'est d'éviter que les clients souhaitent changer de compagnie parce qu'ils ont une couverture qui est assez faible. Ils commencent à sentir qu'ils vont avoir des troubles de santé et qu'ils souscrivent un contrat auprès d'une autre compagnie avec des grosses garanties pour faire couvrir ces troubles de santé. Donc ça, c'est l'objet du délai d'attente. Le délai d'attente permet aussi de participer à l'équilibre du contrat et d'éviter des comportements qui pourraient être un peu fraudulés de la part de certains assurés. Donc voilà sur le délai d'attente. Effectivement, l'importance de ne pas le confondre avec la franchise. Ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que la franchise, donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est la période entre le premier jour d'arrêt de travail et le premier jour d'indemnisation, pendant laquelle aucune prestation n'est versée, sauf si on est sur une franchise relative, où là on peut indemniser tout ou partie de la franchise, et la franchise est appliquée à chaque nouvel arrêt de travail, sauf dans le cadre d'une rechute. Le délai d'attente, donc c'est la même chose que le délai de carence, là c'est le laps de temps qui suit la prise d'effet du contrat, pendant lesquels les garanties ne sont pas acquises, et là ce délai d'attente il est appliqué une seule fois. Et quel que soit le délai d'attente, quel que soit le contrat, pardon, il n'y a pas de délai d'attente en cas d'accident. Okay. Un petit point sur le contrat REPAM pour illustrer. Donc effectivement, donc chez REPAM, donc on vous propose 6 franchises au choix, dont 3 franchises courtes. Donc les franchises courtes, on va être sur du 15-3-3, donc lecture de gauche à droite, 15-15-15, 30-3-3. Comme je vous l'ai dit, sur les franchises 3-3 accident hospi, on va être sur de la franchise relative, c'est-à-dire que ces franchises ne seront pas de 3 jours, mais de une seule journée, si l'accident ou l'hospi est suivi d'un arrêt de travail d'au moins 3 jours. Donc on viendra indemniser à compter du 2e jour. Sur les délais d'attente, en cas d'accident, on n'en a pas, mais aussi en cas de maladie infectieuse. Le délai d'attente maladie est de 3 mois et en cas de pathologie psy, on passe à 12 mois. Voilà un petit point sur notre contrat REPAM par rapport aux notions de franchise et de délai d'attente. Je ne sais pas si cela génère des questions par rapport à ce délai d'attente, notamment au fonctionnement du contrat REPAM. Alors, quid de la grossesse, qui n'est pas une maladie?
lors d'un congé pathologique? Alors, effectivement, la grossesse n'est pas une maladie. Par contre, un arrêt pour grossesse, la grossesse, par définition, si elle est pathologique, elle va rentrer dans le cadre du délai d'attente, maladie. La grossesse n'est pas une maladie. Par contre, effectivement, les complications vont être traitées comme une maladie. Je pense à un décollement placentaire, des contractions trop rapprochées, ce genre de choses. Ça, c'est pathologique et ça pourrait tomber sous le coup du délai d'attente qui est prévu de 3 mois. En tout cas, le congé pathologique est bien considéré comme un arrêt indemnisé au titre d'un arrêt de travail. Oui, la grossesse pathologique sera indemnisée, mais effectivement, on peut faire application du délai d'attente si elle survient dans les 3 mois, si l'arrêt de travail survient dans les 3 mois qui suivent la souscription. Donc, et application de la franchise maladie. Et application de la franchise maladie, ou HOSPI, le cas échéant. Donc, effectivement, le fait que votre cliente soit enceinte pendant le délai d'attente. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'exclusion des suites et conséquences des événements qui sont survenus pendant le délai d'attente. Le fait d'être enceinte pendant le délai d'attente, tant qu'il n'y a pas de complications, si à l'issue du délai d'attente, il y a un arrêt de travail, on va indemniser l'arrêt de travail. Dès lors qu'il n'y a pas eu de problème pathologique pendant le délai d'attente. Si pendant le délai d'attente, votre cliente elle est suivie pour une menace d'accouchement prématuré, elle a subi un cerclage, des choses comme ça, bah là oui, il y a une vraie pathologie, il y a une pathologie pendant le délai d'attente. Donc là, ce sera exclu, même si l'arrêt de travail survient après le délai d'attente. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Plus globalement, est-ce que donc, si on découvre une pathologie pendant le délai d'attente, est-ce que alors le client est-ce que cette pathologie sera exclue pendant toute la durée du contrat? Alors effectivement, les suites et conséquences des pathologies qui se manifestent pendant le délai d'attente sont définitivement exclues du contrat. Si le client est en arrêt 1 an, 2 ans, 3 ans après, mais qu'effectivement il est mis en évidence qu'il a commencé à avoir ses problèmes de santé pendant le délai d'attente, ce sera définitivement exclu. Pour la franchise 15-15-15, est-ce qu'on est bien sur une franchise absolue? Oui, exactement. Effectivement, la franchise relative, c'est que pour la franchise 3-3 accident HOSPI. Le délai d'attente, ce qui s'applique bien à compter de la date d'effet du contrat? Oui. Pas la date de signature, la date d'effet. Oui, alors effectivement, le délai d'attente s'applique à compter de la date d'effet du contrat. Donc, ce n'est pas la date d'émission du certificat d'adhésion, ce n'est pas la date de signature, c'est bien la date de prise d'effet du contrat. Ok, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vous propose qu'on poursuive. Donc, on a parlé... Ah, si, une dernière question. Peut-on revoir une exclusion en cours de vie de contrat? Si oui, au bout de combien de temps? Alors, ça peut être envisageable, effectivement. Alors là, ce sera l'appréciation du médecin. Au bout de combien de temps? J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règle. Ça dépend déjà de l'antécédent et du problème de santé qui a donné lieu à une exclusion. Il y a des problèmes de santé plus ou moins graves. Mais on peut imaginer, on a déjà eu le cas de personnes qui ont des problèmes de santé, qui font l'objet d'une exclusion parce qu'au moment de l'adhésion, le problème de santé il est assez récent. Mais effectivement, courte vie de contrat, l'assuré est totalement libre d'aller demander au médecin conseil de l'assureur une révision en fournissant des documents médicaux qui viennent attester qu'effectivement, il n'a pas eu de soucis depuis des années, que cet antécédent, aujourd'hui, ne l'impacte plus. Et il y a des cas où effectivement, l'exclusion peut être levée en cours de vie de contrat. Très bien. Alors, on poursuit. Donc, on a parlé de l'arrêt de travail. On va se concentrer maintenant sur les garanties d'invalidité. Et c'est Marion qui va vous en parler. Voilà. Sur la validité, on va se parler de la manière de déterminer la validité en cas de sinistre et de la manière dont on va aussi calculer le montant d'indemnisation. Pour démarrer, quelques généralités sur la validité. Donc ça, c'est plutôt un rappel. Ces notions de base ont été présentées lors du dernier webinaire, mais ça permet à tout le monde de se remettre à niveau si besoin. Donc, on rappelle que l'invalidité, c'est bien l'impossibilité définitive et totale ou partielle d'exercer sa profession. Donc, concrètement, une indemnisation va être versée sous forme de rente jusqu'à l'âge qui sera défini au contrat ou au plus tard jusqu'au départ à la retraite. Par exemple, chez EPAM, l'âge défini au contrat sera le 60e anniversaire de l'assuré. L'invalidité
permanente, peut-être partielle ou totale. Pardon, 67e anniversaire. 67e, c'est ce que j'ai dit? Ah non, moi j'ai compris 60e. Ah non, 67e, Ouais. c'est bien ça. Le Pardon. 67e anniversaire. Le masque. 67e anniversaire. Donc, la validité permanente peut être partielle ou totale. Elle sera partielle si l'assuré peut exercer partiellement son activité. Par exemple, un chirurgien qui est en invalidité pour un problème de hanche, par exemple, pourra continuer d'opérer, donc pourra continuer d'exercer son activité. Peut-être qu'il opérera moins souvent, moins longtemps, il sera en invalidité partielle. En revanche, il sera en invalidité permanente totale s'il ne peut plus exercer sa profession. Par exemple, s'il est amputé d'un doigt, il ne pourra plus opérer. À ce moment-là, on le mettra évidemment en invalidité totale. Pardon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque chose de commun à tous les contrats, c'est que pour mettre en œuvre la garantie invalidité, il faut d'abord que l'état de santé de l'assuré soit stabilisé. On dit que l'état de santé doit être consolidé. Ça veut dire qu'on n'attend plus, l'état va revêtir un caractère permanent d'invalidité, on n'attend plus d'amélioration ou de détérioration à court ou moyen terme. Ensuite, on va définir l'invalidité. Est-ce qu'on est en invalidité partielle ou totale? Et pour cela, ce sera en fonction du taux d'invalidité. S'il est compris entre 33% et 66%, il sera en invalidité partielle. La plupart des contrats considèrent que la validité partielle, c'est entre 33 et 66%. Mais il existe des contrats qui prennent en charge la validité partielle à partir de 15% ou de 16%. En revanche, si la validité est au-delà de 66% ou au moins égale à 66%, on parlera d'invalidité permanente totale. Donc, il faut savoir que cette invalidité, elle va être déterminée au niveau du régime de base. Donc, ça veut dire que l'assuré qui est en invalidité sera examiné par un médecin du régime obligatoire pour savoir s'il est éligible à la prestation invalidité dans le cadre du régime de base et également dans le cadre du contrat individuel. Il se peut que le régime de base mette en invalidité un assuré et que le contrat individuel ne le mette pas en invalidité. Ce sera deux expertises différentes et l'assureur n'est pas tenu d'adopter la même règle ou la même décision que le régime de base. Ensuite, pour terminer sur ce point-là, il faut rappeler que la validité, elle peut être évaluée au cours de vie de contrat à la demande de l'assureur ou de l'assuré et elle peut être revue à la hausse ou à la baisse en fonction de l'amélioration ou de la détérioration de l'état de santé de l'assuré. Maintenant, on va parler de la manière dont on va déterminer le taux d'invalidité. Cette invalidité, elle est déterminée à deux niveaux, au niveau fonctionnel et au niveau professionnel. Tout d'abord, au niveau fonctionnel, la question qu'on va se poser, c'est quelle répercussion a cette invalidité sur la vie personnelle de votre client, au niveau physique, mais également au niveau psychologique. Pour ça, cette invalidité, elle sera évaluée selon plusieurs barèmes. Il en existe plusieurs, on vous en a cité deux. Le plus commun, c'est le barème de droit commun qu'on appelle aussi barème concours médical, mais il existe aussi, par exemple, le barème indicatif des accidents du travail. Ça, c'est pour l'évaluation au niveau fonctionnel. Pour l'évaluation de l'invalidité au niveau professionnel, on va se poser la question qui concerne la répercussion de cette invalidité sur la vie professionnelle. Ça veut dire qu'on va déterminer quelle est l'aptitude encore de l'assuré à continuer d'exercer la profession qu'il a déclarée à l'adhésion et pour laquelle il est couvert. Pour cela, cette invalidité, elle sera évaluée soit selon un barème contractuel qui sera donc précisé, indiqué dans les conditions générales, ou alors cette invalidité sera déterminée en fonction de la définition contractuelle de l'invalidité professionnelle. Chaque contrat a sa propre définition de l'invalidité professionnelle et à ce moment-là, le médecin indépendant s'appuiera sur cette définition pour déterminer le taux d'invalidité. Ce qui veut dire que selon le contrat, le mode de calcul de l'invalidité sera déterminé en fonction soit du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle. À ce moment-là, on s'appuiera sur un barème croisé, soit en fonction du taux d'invalidité professionnelle uniquement. Et à ce moment-là, on sera plutôt du coup sur de barème professionnel. Je vous propose maintenant de passer plus en détail ce barème croisé et ce barème professionnel. On va déjà commencer par le barème croisé. Alors tout d'abord, qui va déterminer le taux d'invalidité?
c'est bien un médecin indépendant qui sera missionné par l'assureur qui va déterminer ce taux. Il va d'abord fixer la date de consolidation de l'état de santé, à partir de quand votre client peut être considéré comme invalide et du coup avec un état de santé consolidé en invalidité. Et puis, il va fixer les taux d'invalidité fonctionnels et professionnels. Ensuite, il va transmettre ces taux à l'assureur qui va croiser ces deux taux, ces deux données, pour déterminer le taux global d'invalidité à retenir. Cela va se présenter sous la forme d'un tableau à double entrée. On va vous montrer un exemple tout de suite pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, concrètement, le barème croisé, ça se présente de cette manière-là. Vous avez sous les yeux le barème croisé REPAM. Donc, vous voyez en ligne le taux d'incapacité fonctionnelle et en colonne le taux d'incapacité professionnelle. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien l'utilisation de ce tableau. On a tout d'abord Laurent, qui est comptable, qui souffre d'une arthrose de la hanche. Il est reconnu invalide à hauteur de 30% sur le plan fonctionnel et de 10% sur le plan professionnel. En croisant les deux données, on voit que son taux d'invalidité global est de 20,80%. Ce taux étant inférieur à 33%, s'il est sur un contrat où la prise en charge de l'invalidité partielle démarre à 33%, il ne pourra pas être indemnisé au titre de la validité partielle. Ça, c'est pour le premier exemple. Un deuxième exemple de Marc, plombier, qui souffre d'un blocage définitif de l'épaule gauche. Il est reconnu invalide à 30% sur le plan fonctionnel et 80% sur le plan professionnel. En croisant les deux données, on voit que son taux d'invalidité globale est de 41,6%. Ce taux étant supérieur à 33%, Marc peut prétendre à une rente d'invalidité partielle. Et on parle bien d'invalidité partielle puisque le taux est supérieur à 33%, mais inférieur à 66%. Je me permets de rajouter une petite chose. Dans le cas précédent, on vous explique qu'avec un taux global de 20%, l'assuré ne pourra pas prétendre au versement d'une rente, puisque c'est inférieur à 33%. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que l'état de santé est consolidé, les indemnités journalières prennent fin, puisque la garantie incapacité prévoit le versement d'IJ dès lors que l'état de santé n'est pas consolidé. Donc là, l'état de santé va être consolidé. Donc la garantie indemnité journalière va cesser. Et par contre, effectivement, dans l'exemple, le client ne percevra pas de rente d'invalidité. Donc là, à ce moment-là, il n'y aura plus d'indemnisation, ni en incap parce qu'il est consolidé et donc il n'est plus en incapacité temporaire, et pas en inval parce que son taux est inférieur au taux plancher. Et c'est important de savoir effectivement, d'où parfois certains clients se précipitent pour demander des mises en invalidité auprès de leur assureur. Attention quand même, parce qu'effectivement, si l'état de santé est consolidé avec des taux qui sont trop bas, l'assuré n'aura plus de prestations à cap et il n'aura pas non plus de prestations à inval. Voilà, c'est ce que je me permettais de sauter. Très bien. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une option. Voilà, une option extension ITT, effectivement, d'un an, qui permet de prolonger la prise en charge en IJ d'un an supplémentaire. Donc, au lieu d'être sur 3 ans maximum, on est sur 4 ans, qui permet de prolonger dans le laps de temps entre le moment où l'état de santé est consolidé, entre la fin de la garantie indemnité journalière et la consolidation. Il peut que ce ne soit pas concomitant et qu'au bout de 3 ans, l'état de santé ne soit pas consolidé. Et dans ce cas-là, on permet de verser une année supplémentaire. Parce qu'effectivement, si l'état de santé n'est pas consolidé, mais que l'assuré a atteint ces 3 ans d'indemnisation, là aussi, la garantie indemnité journalière cesse, puisqu'on a atteint les maximums des 3 ans. Et s'il n'est pas consolidé, la rente d'invalidité ne prend pas le relais. Donc, il peut y avoir des taux de garantie. Donc, on a prévu une extension ITT d'un an supplémentaire en partant du principe qu'en 4 ans, l'état de santé est censé être normalement consolidé. Avant de passer au barème, la validité professionnelle, je propose un petit temps de pause. Question-réponse. Alors, combien de temps avons-nous pour notifier l'invalidité suite à la fin du délai d'indemnisation de l'ITT? Alors, en fait, dès lors qu'on va atteindre le délai de la fin d'indemnisation de l'ITT, automatiquement, l'assureur va diligenter une expertise médicale. En fait, il y a presque un automatisme, finalement, et comme vous l'a dit tout à l'heure Marion, les décisions du régime obligatoire ne s'imposent pas à l'assureur. Donc, effectivement, pour le bon ordre du dossier, il faut notifier à l'assureur la mise en invalidité par le régime obligatoire. Mais dans tous les cas, dès lors qu'on arrive, alors même avant la fin du délai d'indemnisation,
On n'attend pas les 3 ans pour diligenter une expertise pour invalidité. On le fait un peu avant pour que dans l'idée, il n'y ait pas de trou de garantie si jamais l'assuré répond aux conditions pour l'octroi d'une rente. Donc, dès lors qu'on se rapproche de la fin du délai, automatiquement, l'assureur va diligenter une expertise médicale. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de temps pour notifier l'invalidité. Si j'ai bien compris la question, en tout cas. Donc, oui, dans le cas de cumul emploi-retraite. Alors, on ne couvre malheureusement pas le cumul emploi-retraite. Dès lors que l'assuré fait valoir ses droits à la retraite, les garanties incapacité, invalidité prennent fin. OK. Barème professionnel, à mesure où il est plus intéressant que le barème croisé, dans quel cas s'applique-t-il? Je pense qu'on répondra à votre question juste après. On va enchaîner sur la partie taux d'invalidité professionnelle. Donc, on a une question dans le cas du plombier, de l'exemple sur le plombier. Il est soit nécessaire de prendre le taux professionnel si la base de calcul n'est pas sur la base d'une invalidité barème sécurité sociale, ou d'avoir un contrat qui prendra en compte le meilleur taux. Bah là, je propose qu'on en parle après quand on aura aussi fait le tour des 2 modes de calcul de taux. Du coup, la rente de marque sera de 41,6%. Et bien, écoutez, je vous propose aussi d'attendre un temps encore un peu après. On parlera justement du mode de calcul de la rente. Là, on est bien sur le mode de détermination du taux. Ensuite, on verra comment on calcule la rente à partir de ce taux. Si l'indemnisation en ITT est plus importante que l'invalidité, peut-on rester sur les TT si ça fait moins de 3 ans qu'on bénéficie de l'indemnisation? Effectivement, alors là, ça va être à l'appréciation du médecin expert. En fait, c'est le médecin expert qui va déterminer si l'assuré est toujours en ITT ou s'il est consolidé. Donc, effectivement, dès lors qu'il y a une expertise et que le médecin expert fixe la consolidation, automatiquement, on n'est plus sur l'ITT. Donc, même si on intervient avant les 3 ans. Donc, il peut y avoir une mise en invalidité au bout d'1 an, 1 an et demi. On peut aller jusqu'au délai de 3 ans. Finalement, certes, l'indemnisation en ITT, elle va être plus importante, notamment si derrière, il y a un état d'invalidité partielle. Pour autant, ce n'est pas ni l'assuré ni l'assureur qui fait le choix de poursuivre en ITT ou non. Tout découle de la décision du médecin expert. Dès lors que la consolidation est prononcée, on ne poursuit plus au titre de l'ITT. Donc, soit les taux permettent la mise en vente, soit les taux ne permettent pas. Mais effectivement, on passe sur la garantie invalidité. Voilà, donc ça répond à la question suivante de qui va décider de la consolidation? Le médecin expert. Alors, poursuivons avec justement la partie sur l'explication du barème professionnel. Voilà. Donc, on a vu la manière dont fonctionnait le barème croisé. On va maintenant regarder comment fonctionne un barème professionnel. Donc, la spécificité, c'est que du coup, quand on a un barème professionnel, c'est que le taux d'invalidité sera apprécié exclusivement sur la base des conséquences du sinistre sur la profession de l'assuré. C'est-à-dire qu'on va regarder la diminution de son aptitude à exercer la profession qu'il avait déclarée à l'adhésion pour laquelle il était couvert. On va regarder ce qu'il était en capacité de faire avant le sinistre, qu'est-ce qu'il devait le faire dans le cadre de son activité, et après le sinistre, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il peut toujours faire la même chose? Qu'est-ce qu'il ne peut plus faire? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Ce taux d'invalidité est déterminé par le médecin expert indépendant, Caroline l'a reprécisé il y a encore quelques instants, selon deux moyens. Le premier, c'est soit il se base sur le barème contractuel. Le barème contractuel, dans ces cas-là, c'est qu'aux conditions générales du contrat, sera annexé le barème contractuel. S'il n'y a pas de barème contractuel, à ce moment-là, il s'appuiera sur la définition contractuelle de l'invalidité professionnelle. Comme je vous le disais en introduction, cette définition, elle est dans les conditions générales et donc chaque contrat a sa définition de l'invalidité professionnelle. Et c'est important de regarder cette définition puisque pour bien protéger votre client, il est préférable d'opter pour un contrat qui va définir l'invalidité professionnelle sans tenir compte des capacités de reclassement. C'est-à-dire que concrètement, à partir du moment où votre client exerce une profession, il est en invalidité au titre de cette profession. Si dans la définition de l'invalidité professionnelle, on ne tient pas compte des capacités de reclassement, il va être indemnisé au titre de son inaptitude à exercer la profession qu'il a déclarée. Il va percevoir une rente sur la base de cette invalidité liée à cette profession.
Pour autant, il sera peut-être en capacité d'exercer une autre profession et ça ne l'empêchera pas d'exercer cette deuxième profession tout en étant indemnisé au titre de la première profession. Voilà. Vous me direz si je vous ai perdu en route en posant les questions. Mais en tout cas, cette définition de l'invalidité professionnelle, elle est vraiment importante et encore une fois, elle est indiquée au CG. Donc, on va prendre aussi un exemple concret et on va bien voir du coup la différence entre le barème croisé et le barème professionnel. Dans cet exemple, on a Julie qui est chirurgien, qui se fait amputer de l'index et du majeur suite à un accident domestique. Elle est reconnue à invalide à 20% sur le plan fonctionnel et à 100% sur le plan professionnel. Si on applique le barème croisé, son taux d'invalidité globale, il s'élèvera à 34,2%. Et donc, elle percevra une rente d'invalidité partielle, puisque du coup, on est entre 33 et 66%. En revanche, si on lui applique le barème professionnel, le taux retenu sera le taux d'invalidité professionnelle exclusivement, et auquel cas, il sera de 100%. Ça veut dire que dans ce cas-là, elle sera en invalidité totale et percevra donc une rente d'invalidité totale. Donc, vous l'aurez compris, un contrat qui propose d'évaluer l'invalidité sur la base d'un taux professionnel est plus avantageux pour l'assuré. En plus, les conséquences d'une pathologie sont quasiment systématiquement plus lourdes dans la vie professionnelle que dans la vie quotidienne. Par exemple, ne plus pouvoir conduire, c'est moins impactant au niveau personnel que professionnel. Mais attention, le barème professionnel est toujours plus coûteux dans un contrat d'assurance et souvent réservé à certaines professions, en priorité les professions de santé. Qu'en est-il chez Repam? Comment ça se passe du coup sur notre contrat? Alors, selon la profession, ça va se passer de manière différente. Tout d'abord, les professions médicales, elles ont le choix entre la souscription. Elles peuvent opter pour un barème croisé, un barème pro à partir de 33% d'invalidité ou un barème professionnel à partir de 15% d'invalidité. La spécificité, c'est que le taux d'invalidité, quel que soit le choix qu'elles font, le taux d'invalidité professionnelle sera déterminé sur la base du barème contractuel. On va donc se référer au barème qui est indiqué dans les CG. On vous a mis une capture d'écran d'une partie du barème pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il est donc bien en intégralité dans les CG. Et ce taux-là sera déterminé sur la base de ce barème-là. En revanche, si on parle des professions paramédicales, des professions du droit, les professions du chiffre, elles ont également au choix 3 possibilités, le barème croisé, barème pro 33 ou barème pro 15%. Mais par contre, sur ces professions-là, il n'y a pas de barème contractuel, ce n'est pas le barème qui s'appliquera. Le taux d'invalidité professionnelle sera fixé par le médecin expert selon la définition contractuelle de l'invalidité pro, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, on vous indique notre définition dans nos conditions générales de l'invalidité professionnelle. On l'a indiqué, l'invalidité professionnelle est déterminée en tenant compte de la profession exercée, abstraction faite de la capacité restante à exercer une autre profession et des possibilités éventuelles de reclassement professionnel. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre définition de l'invalidité, on ne tient pas compte des capacités restantes. Ça veut dire qu'on va vraiment évaluer l'invalidité sur la profession déclarée. Si votre client peut exercer une autre profession, à ce moment-là, il pourra tout de même le faire et être indemnisé au titre de la première profession complètement. On a abordé les professions médicales, les professions paramédicales du droit et du chiffre. Pour toutes les autres professions, c'est le barème croisé qui s'appliquera. Le taux d'invalidité fonctionnelle sera déterminé selon le barème de droit commun, donc le barème concours médical. Et le taux d'invalidité professionnelle sera déterminé sur la définition contractuelle de la validité professionnelle que je viens de vous indiquer. Voilà comment ça se passe en fonction des différentes professions. Alors, un petit point maintenant sur les méthodes de calcul de la rente. En cas d'invalidité totale, c'est simple puisque le montant qui sera versé sera le montant qui sera souscrit à l'adhésion, souscrit un montant pour une rente d'invalidité totale. En cas d'invalidité partielle, il va falloir calculer, estimer le montant de la rente à verser en fonction du taux d'invalidité de votre client. Donc, il existe plusieurs modes de calcul de la rente partielle avec des formules qui sont plus ou moins protectrices pour vos clients. Ces formules, elles sont toujours précisées dans les conditions générales. Donc, il faut vraiment s'y référer pour voir quelle est la méthode de calcul pour chaque contrat qui est appliqué.
vous propose de prendre un exemple concret qui vous parlera, je pense, davantage. À la souscription, un de vos clients souscrit une rente à hauteur de 6 000 € par trimestre. Suite à un sinistre, il se retrouve en invalidité et son taux d'invalidité est évalué à 41,6%. On va dire que sur un contrat, il a une méthode de calcul qui sera la moins protectrice, N-33 sur 33. Et là, sur un autre contrat, il peut avoir N sur 66. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Sur le premier contrat, on a N-33 sur 33. N correspondra à 41,6. Ça veut dire que dans un contrat, la rente qui lui sera versée sera de 1 563 € par trimestre. Dans le deuxième contrat, si la méthode de calcul est N sur 66, le montant de la rente trimestrielle qui lui sera versée sera de 3 781 €. Donc, vous voyez que la méthode de calcul appliquée pour chaque contrat est très importante, puisque effectivement, elles vont avoir un impact sur le montant de la rente partielle qui sera versée au client, mais également sur le tarif. C'est sûr qu'un tarif d'invalidité partielle qui est, je ne sais pas, peut-être 2 fois moins cher chez un concurrent peut signifier que la méthode de calcul de l'invalidité sera peut-être aussi moins favorable à votre client. Donc, c'est toujours important d'aller bien vérifier ce point-là dans les conditions générales. Ok. Peut-être un temps d'arrêt pour, avant de voilà, pour vous permettre de poser toutes vos questions sur ces sujets. Sur le barème croisé, est-ce qu'il est applicable dès 33%? Oui. Effectivement, le barème croisé, dans tous les cas, l'invalidité, le plancher est fixé à 33%. Qu'en est-il lorsque la pathologie, donc on est dans le cas où on est sur un barème professionnel évalué sur la base d'un barème contractuel, qu'est-ce qui se passe lorsque la pathologie ne figure pas dans le barème contractuel? Donc, effectivement, alors c'est la crainte que vous avez en tant que courtier souvent qui nous a raconté, c'est que dans le cas où vos clients a une pathologie qui n'est pas dans le barème contractuel. Alors, effectivement, le barème contractuel, les pathologies, de toute façon, ne seront jamais exhaustives. C'est un guide. Donc, il y a des grandes familles de pathologies. Dès lors que la pathologie n'est pas dans le barème contractuel, mais en fait, le taux d'invalidité professionnelle sera fixé par le médecin expert d'après la définition de l'invalidité professionnelle. Dans tous les cas, pas de crainte. Ce n'est pas parce que la pathologie n'est pas dans le barème qu'il n'y aura pas d'invalidité. Soit c'est dans le barème et le médecin est censé s'y référer, soit elle n'est pas dans le barème et là, ce sera sa libre appréciation selon la définition de l'invalidité telle qu'on vous l'a présentée tout à l'heure. Ok. Alors je pense que c'est une fin de question que je vois après. Vice-versa en ITT par le héros et recevoir. Ah, la question a disparu, donc je pense que Sandra y a répondu. Ouais. Je ne sais pas si tu as perçu la question. Si, alors c'était intéressant. Oui, sur la question. Donc, effectivement, on vous expliquait que les décisions du régime obligatoire ne s'imposaient pas à l'assureur, que l'assuré pouvait être mis en invalidité par son régime obligatoire et pas auprès de l'assureur. Mais l'inverse, effectivement, est vrai. L'assureur peut mettre en invalidité et pas le régime obligatoire. Ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que dans tous les cas, c'est deux sinistres finalement qui vivent leur vie chacun de leur côté. En tout cas, sur la prévalence individuelle. Ce n'est pas vrai sur la prévalence collective, c'est le fonctionnement différent. Sur la prévalence individuelle, les deux sinistres vont vivre leur vie de manière un peu isolée. L'assuré sera vu par deux médecins experts indépendants, d'une part pour le régime obligatoire, d'autre part pour l'assureur. D'ailleurs, les barèmes de référence pour l'invalidité sont différents, raison qui explique pourquoi on peut avoir des différences d'appréciation entre deux médecins sur une même situation. Et si ce n'est pas dans le barème, quelle référence prendra le médecin? Ce sera le barème des accidents du travail, un autre barème? Non, alors, effectivement, ce sera la définition d'invalidité. Parce que là, on parle du barème. Quand on vous a montré le barème contractuel, ce barème contractuel ne s'applique que pour la détermination du taux d'invalidité professionnelle. Donc, si la pathologie n'est pas dans le barème, l'invalidité professionnelle, elle sera déterminée selon la définition contractuelle, pas en se basant sur un autre barème. Je vois qu'il y a une question sur le mode de calcul chez REPA, mais effectivement, le mode de calcul de l'invalidité, c'est bien N sur 66. Donc, c'est bien la méthode de calcul la plus favorable pour l'assuré. On va en aller venir, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça vous fait la transition à retenir. Voilà.
Donc, vous l'aurez compris, il y a plusieurs façons de déterminer la validité selon les contrats. Soit il y a le barème croisé qui va croiser deux taux, le taux fonctionnel et le taux professionnel. On va prendre en compte la validité sur les deux niveaux. Soit on va s'appuyer plutôt sur un barème professionnel et on ne va prendre en compte que le taux d'invalidité professionnelle. Alors, on met entre guillemets barème professionnel parce qu'en fait, je ne sais pas si vous en parlez. On a tendance à parler de barème professionnel, mais comme on vient de le dire, il n'y a pas toujours un barème derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'on le met vraiment entre guillemets. Oui, souvent, on utilise le terme barème professionnel. Derrière, ce qu'on entend, c'est bien le taux d'invalidité professionnelle. Le barème croisé va croiser les deux taux. On va prendre en compte le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle. Sinon, on devrait parler de taux professionnel, pour lequel on va s'appuyer soit sur un barème, le barème professionnel annexé au CG, soit sur la base de la définition de l'invalidité professionnelle. C'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, parce que souvent, c'est vrai, ce qui est utilisé dans le langage courant, c'est barème professionnel, mais derrière, on entend souvent le taux d'invalidité professionnelle. Donc, la définition de l'invalidité professionnelle, elle peut varier selon les contrats, on en a parlé, il faut donc bien s'y référer dans les CG, et du coup, privilégier, si possible, des définitions d'invalidité professionnelle qui ne tiennent pas compte des capacités de reclassement, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, pour que votre client soit mieux couvert. Et puis, pour revenir sur le point qui était dans les questions, c'est bien N sur 66, la méthode de calcul qui est appliquée chez REPAM et qui est la plus protégée. Je fais le lien, pardon, je vais aller un peu vite. Voilà. Donc, les barèmes professionnels, du coup, sur notre contrat sont possibles, du coup, sur les professions médicales, mais également sur les professions paramédicales, les professions du droit, les professions du chiffre. Et ce, dès 33% ou dès 15%. Ils ont la possibilité de se couvrir, du coup, à partir de 15% en invalidité partielle, et ça peut être assez précieux. La définition de l'invalidité professionnelle, elle ne tient pas compte de la capacité de reclassement, c'est celle qu'on vous citait tout à l'heure. Et donc, la méthode de calcul, qui est la plus favorable pour vos clients, qui est donc bien N sur 66. OK. Avant, donc, on a terminé toute la partie sur l'invalidité. Il nous reste la dernière partie sur la déclaration de sinistre et l'instruction de sinistre que va présenter Coraline. Je vois qu'il reste quelques questions, donc je propose de refaire une séance rapide. Pourquoi est-ce qu'en prévoyance collective, c'est différent? Alors, effectivement, sur le principe d'indemnisation sur la prévoyance collective, l'assureur est beaucoup plus lié par les décisions de la sécurité sociale. Et en fait, l'assureur va se caler sur les décisions de la sécurité sociale. Sur un contrat de prévoyance collective, l'assureur indemnise à hauteur d'un pourcentage du salaire, déduction faite des IJ de la Sécu. Le versement d'IJ de la Sécu conditionne la prise en charge de l'assureur. Sur la prévoyance collective, si la Sécu n'indemnise pas, le contrat collectif n'indemnisera pas non plus. Et du coup, en invalidité, dès lors que la sécurité sociale met en place une ronde d'invalidité, en fait, l'assureur va suivre et va mettre en place une ronde d'invalidité, déduction faite de la rente de la Sécu. OK. Alors, je soumets un problème pour calculer une rente. Imaginons un contrat avec une rente de 30 000 € par an. Dans le cadre d'un barème pro 15%, avec un taux d'invalidité croisé de 20%, quel serait le montant de la rente partielle REPAM? Alors, il y a un piège là, non? Alors, pour moi, effectivement, je pense que là, dans la question, on mélange deux notions. En fait, on ne peut pas avoir à la fois un barème pro et un barème croisé. Soit l'assuré a souscrit au moment de l'adhésion à barème pro, ça veut dire que pour déterminer sa rente, on ne tiendra compte que du taux professionnel. Soit il est sur un barème croisé, et dans ce cas-là, on va croiser le taux professionnel et le taux fonctionnel pour obtenir un taux global. Donc là, dans la question, dans l'exemple, donc si on a un client avec un barème pro 15%, et que on a un taux d'invalidité pro de 20% qui est fixé. Donc là, on va être sur de l'invalidité partielle, puisqu'on est plus de 15%, mais moins de 66%. On va venir verser, en fait, on va faire 20 divisé par 66 fois le montant de la rente. Je n'ai pas de calculette. 20 divisé par 66, ça fait 30,3. Donc, ça fera 9 000 €. Voilà, donc dans l'exemple, en fait, ça fera une rente de 9 000 € par an, avec un taux d'invalidité de 20%. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais avec cet exemple-là, voilà, si on a un taux d'invalidité de 20% avec quelqu'un qui a souscrit du barème pro 15, il pourra percevoir une rente. S'il a souscrit du barème pro 33,
bah, il est inférieur à 33%, donc avec un taux de 20%, il ne sera pas pris en charge. Ok, on parle des possibilités de reclassement. Qu'en est-il des possibilités de reconversion? Est-ce que c'est la même chose? Pas la même chose? Alors, on n'en prend pas non plus compte. On ne tient pas compte des possibilités de reconversion. Effectivement, et ça, c'est assez protecteur, c'est qu'on estime l'invalidité selon la profession telle qu'elle était exercée avant l'adhésion. Donc, le médecin expert, justement, c'est l'important de lui transmettre cette définition. Concrètement, quand l'assureur diligente une expertise, dans la mission d'expertise, il va aller indiquer au médecin expert la définition de l'invalidité professionnelle. Parce qu'effectivement, pour déterminer le taux professionnel, le médecin expert a besoin de savoir s'il doit tenir compte ou pas des capacités de reconversion, de reclassement. Bien évidemment, si on tient compte des capacités de reconversion, bah, le taux d'invalidité va être revu à la baisse. Parce que, certes, l'assuré sera invalide pour son activité, mais on va estimer qu'il pourra faire autre chose. Donc, on ne tient pas compte des capacités de reconversion non plus. C'est vraiment propre à l'activité. Et donc, si l'assuré peut exercer une autre profession, est-ce qu'il va continuer de percevoir sa rente d'invalidité dans le cadre de… Oui, effectivement, l'assuré pourra percevoir sa rente d'invalidité dans le cadre de sa profession pour laquelle il ne peut plus exercer. Par contre, ça n'empêchera pas à côté d'avoir une autre profession. Est-ce qu'il existe des contrats sur le marché qui proposent les 3 types d'invalidité, fonctionnelle, croisée, pro, avec la possibilité finalement de choisir le meilleur en cas d'invalidité? Alors, je ne sais pas si le marché, ce type de contrat existe. C'est vrai qu'on nous avait posé la question. En fait, alors par expérience, dans 95% des cas, le taux professionnel sera de toute façon supérieur au fonctionnel. De toute façon, le barème pro sera toujours plus favorable, puisque le taux professionnel, une invalidité est toujours plus impactante au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc finalement, choisir le meilleur des 3, ce sera toujours souvent le taux professionnel. Après, je ne sais pas si sur le marché, on propose le choix au moment du sinistre. Ouais, je pense que c'est plutôt à l'adhésion. Le choix, c'est plutôt effectivement au moment de l'adhésion. Mais bon, après, c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les contrats du marché. Mais souvent, ce qui est proposé, c'est barème croisé pour la plupart des professions et barème pro pour un certain nombre de professions, soit les professions de santé exclusivement, soit sur un nombre de professions un peu plus large, intégrant les professions libérales, du droit, du chiffre, etc. Alors, je suis d'accord sur le fait que ce soit effectivement marketing, raison pour laquelle on ne l'a pas fait. On a eu des demandes et on a choisi de ne pas le faire parce que concrètement, c'est un argument qui est purement marketing. De toute façon, le barème croisé ne sera jamais plus favorable que du barème pro et le fonctionnel ne sera jamais plus favorable non plus. Donc, on ne voulait pas faire quelque chose qui soit vide de sens, juste pour un aspect marketing. OK. Alors, où en est-on? Donc, on a parlé de l'arrêt de travail, on a parlé de l'invalidité. Peut-être revenons, et ça va répondre à certaines questions que j'ai vues sur finalement comment se fait l'indemnisation, est-ce qu'on déduit des choses ou pas? Voilà, on va parler de tout ça au moment de la déclaration du sinistre. Donc, la parole est à Coraline. Donc, effectivement, maintenant qu'on a vu le fonctionnement des franchises, du délai d'attente, la notion d'invalidité, les calculs de la rente, un peu en pratique, comment se passe la déclaration d'un sinistre. Donc, effectivement, l'assuré qui est en arrêt de travail doit adresser à l'assureur son avis d'arrêt de travail, un bulletin d'hospitalisation ou une notification de mise en invalidité pour déclencher le dossier chez l'assureur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des délais qui sont prévus contractuellement pour déclarer un événement, que passé le délai, la franchise ne sera appliquée qu'à compter de la date de déclaration de l'arrêt de travail. Donc, effectivement, il faut conseiller à vos clients de ne pas attendre pour déclarer un arrêt de travail, de ne pas attendre notamment l'expiration de la franchise et de bien le déclarer tout de suite. Déjà, ça permet de constituer le dossier avant que l'expiration de la franchise soit expirée. Donc, ça permet de gagner du temps. Et il pourrait être pénalisé s'il déclare son arrêt tardivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arrêt de travail qui est déclaré après reprise du travail, l'assuré pourra éventuellement être déchu de ses droits à indemnisation. Puisqu'effectivement, si l'arrêt de travail est déclaré trop tardivement et après la reprise du travail, l'assureur n'est plus en mesure de vérifier la réalité de l'arrêt de travail. L'assuré a déjà repris.
Donc, il faut bien être vigilant à ces délais. Chez Repan, on laisse 30 jours à l'assuré pour déclarer son sinistre à l'expiration de la franchise. Donc, l'assuré qui a choisi une franchise maladie de 30 jours, quand on arrête de travail pour maladie, finalement, il a 60 jours pour déclarer son arrêt de travail, sans être sanctionné. Mais dans tous les cas, on préconise de le faire au plus tôt. Pourquoi au plus tôt? Parce qu'à réception d'un avis d'arrêt de travail, on va constituer un dossier et l'assureur va adresser une demande de pièces à l'assuré. Une demande de pièces médicale et une demande de pièces administrative. Donc, un certificat médical, une déclaration de sinistre, un justificatif de statut, éventuellement l'avis d'imposition. Effectivement, le but, c'est d'étudier la situation médicale et administrative. Donc, au niveau médical, on va s'assurer que l'arrêt ne soit pas en lien avec une exclusion contractuelle, d'une part, ou une exclusion particulière, donc une exclusion qui aurait été mise en place à l'adhésion. Et l'assureur va également vérifier qu'il n'y ait pas eu d'antécédent non déclaré à l'adhésion, que l'arrêt ne soit pas en lien avec une antériorité qui n'aurait pas été déclarée. Au niveau administratif, on va vérifier que l'assuré était bien en activité au moment de son arrêt de travail. Quelqu'un qui serait en arrêt de travail après avoir été mis en liquidation judiciaire, par exemple, en fait, il n'avait plus d'activité au moment de son arrêt de travail, donc il ne sera pas indemnisé. Et selon les contrats et ou le montant souscrit, il y aura un contrôle de revenus. Donc là, ça permet de faire la transition par rapport à ces contrôles de revenus. Dans quel cas on va contrôler les revenus? En fait, ça va dépendre du type de contrat souscrit par le client. Donc finalement, il y a 3 grandes familles de contrats possibles. Ce qu'on appelle le forfaitaire pur, le forfaitaire sous déduction du RO, donc du régime obligatoire, et les contrats indemnitaires. Donc, sur le contrat, ce qu'on entend par forfaitaire pur. Donc là, du forfaitaire pur, le client a souscrit 50 € d'IJ, l'assureur va verser 50 € d'IJ. Donc, il n'y aura pas de vérification des revenus au moment du sinistre et on ne déduira pas les prestations versées par le régime obligatoire. En sachant quand même que la logique, même sur un contrat forfaitaire pur, c'est qu'il n'y ait pas d'enrichissement sans cause. Donc, l'assuré ne doit pas souscrire plus que son revenu et la part du régime obligatoire, même s'il n'y a pas de contrôle. Le risque pour l'assureur, c'est que l'assuré soit tenté de se mettre en arrêt de travail et qu'il perçoive plus de rémunération en arrêt qu'en étant en activité. Les contrats donc, forfaitaires sous déduction du régime obligatoire. Donc ici, l'assuré souscrit 50 €. Le héros, par exemple, va lui verser 25 € par jour. Donc, l'assureur viendra compléter et verser 25 € par jour. Donc, on parle de forfaitaire parce qu'ici, il n'y a pas non plus de vérification des revenus au moment du sinistre. Donc, on ne vérifiera jamais la réalité des revenus par rapport au manque à gagner. Donc, si les revenus de l'assuré ont chuté par rapport à son adhésion, on viendra quand même indemniser sur la base qui a été souscrite au moment d'adhésion. Par contre, on déduira les prestations versées par le régime obligatoire. L'idée, c'est de moduler l'intervention et que dans tous les cas, l'assuré soit couvert à hauteur de ce qu'il a souscrit. Dans l'exemple, si finalement le régime obligatoire verse 10 €, eh bien, on viendra compenser et verser 40 € pour que dans tous les cas, l'assuré soit couvert à hauteur de 50 €. Donc, chez Repan, notre contrat est forfaitaire sous déduction du héros jusqu'à 1,3 passes de garantie. 1,3 passes, ça fait à peu près 54 000 € par an. Troisième mécanisme, les contrats indemnitaires. Donc, dans ce cadre-là, l'assuré choisit aussi un montant de garantie au moment de l'adhésion. Donc là, toujours le même exemple de 50 €. Par contre, au moment de l'indemnisation, le montant versé dépendra du revenu au moment du sinistre. Et dans tous les cas, la prestation sera plafonnée au montant souscrit. C'est-à-dire que là, dans tous les cas, il y a vérification des revenus. On va vérifier au moment du sinistre que l'assuré perçoit bien les 50 € qu'il a souscrits. S'il souscrit moins, s'il perçoit moins au moment du sinistre, on diminuera le montant d'indemnisation. S'il perçoit plus, ce sera plafonné au montant souscrit. Et on tiendra compte de la part versée par le régime obligatoire. Donc, on va vérifier que la part versée par l'assureur et la part versée par le régime obligatoire ne dépassent pas le manque à gagner, le réel manque à gagner, dans la limite du montant souscrit. Donc ça, c'est le fonctionnement de notre contrat dès lors que la base de garantie est supérieure à 1,3 passes, donc 54 000 € par an environ.
qui est important de savoir, c'est que chez REPAM, on n'attend pas de recevoir les décomptes du régime obligatoire. Comme je vous l'ai dit, on déduit ce qui est versé par le régime obligatoire. Par contre, pour commencer à indemniser, on n'attend pas les décomptes. On sait que certains régimes obligatoires peuvent être longs à transmettre des décomptes. Il y a aussi un certain nombre de régimes obligatoires qui sont forfaitaires, sur lesquels il n'y a pas de surprise sur les montants. Donc, dans tous les cas, on commence à indemniser. Et si besoin, à réception des décomptes, on viendra régulariser le paiement des prestations. L'intérêt, du coup, dont je vais profiter pour coller l'actualité, c'est que dans un contrat forfaitaire sous déduction du héros, vous avez entendu parler de la réforme qui s'applique sur les professions libérales à compter du 1er juillet 2021, donc qui vont être indemnisés les 90 premiers jours d'arrêt par la Sécu. Vous n'aurez pas besoin sur notre contrat de réactualiser les garanties de vos clients. Votre contrat reste totalement adapté puisqu'on vient déduire le régime obligatoire. Donc, dans tous les cas, on a couvert le revenu que l'assuré souhaitait vous couvrir. Après, c'est la modulation qui sera différente. Dans les versements, la répartition entre le régime obligatoire et REPAM, mais votre client reste couvert pour un montant qui correspond à ses revenus. Donc, vous n'aurez pas de mise à jour à faire. Voilà. Je suis passée un peu vite, volontairement. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Je vous invite à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 24 juin, où on expliquera plus en détail ces notions de forfaitaire pur sous déduction du héros indemnitaire avec des exemples, surtout parce que effectivement, les exemples permettent de bien mieux comprendre les mécanismes. Voilà, donc je vous invite au 4e et dernier webinaire sur ce sujet-là. On fait un peu de promo en même temps. Ok. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe pendant la vie du sinistre? Et donc, pendant la vie du sinistre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'assuré va adresser au fur et à mesure ses prolongations d'arrêt de travail. Au fur et à mesure que les prolongations sont transmises à l'assureur et que l'arrêt dure dans le temps, le médecin conseil pourra solliciter soit des documents médicaux complémentaires, donc des comptes rendus d'hospice, des examens, des ordonnances, selon l'état de santé de l'assuré et puis les soins auxquels il se soumet. L'idée, il y a deux choses, c'est de vérifier au fur et à mesure la réalité de l'arrêt de travail et aussi d'estimer si une expertise médicale est nécessaire. Le médecin conseil pourra aussi solliciter une expertise médicale. Donc là aussi, il y a deux objets, c'est de vérifier que l'incapacité est toujours justifiée, mais aussi de voir si l'état de santé de l'assuré doit être consolidé ou non. Voilà la raison pour laquelle le médecin conseil, au fur et à mesure des prolongations d'arrêt de travail, va demander des éléments médicaux complémentaires. Merci Coraline. Avant de passer au moment où vous attendez tant, c'est-à-dire le quiz, on vous propose un dernier temps de questions-réponses. Alors, on revient sur les barèmes, professionnels, taux fonctionnel, taux professionnel. A priori, il peut arriver certains cas où le taux fonctionnel est plus avantageux que le taux professionnel. C'est le cas, par exemple, d'un avocat fiscaliste qui est devenu paraplégique. Alors, c'est peut-être, j'imagine que c'est un cas qui a été vécu. L'avocat fiscaliste paraplégique. C'est vrai qu'on peut... Ça fait peut-être partie des cas très, très particuliers ou un des rares cas où effectivement peut-être le barème fonctionnel est plus avantageux. Mais globalement, dans la plupart des cas, le taux d'invalidité, si on évalue une invalidité sur la base du taux d'invalidité professionnelle, le client sera quand même plus avantagé dans la plupart des cas. Après, j'entends effectivement ce cas-là est peut-être est un cas à part. Effectivement, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Hein. On n'est pas dans 100% des cas, mais globalement, c'est pour bien comprendre les distinctions entre les deux. Effectivement, il y a des cas où ça doit arriver. Dans le cas d'une profession intellectuelle, effectivement, la problématique de paraplégie aura plus d'impact sur les gestes de la vie quotidienne peut-être que sur les capacités intellectuelles. C'est vrai, on approuve. Alors, je poursuis dans les questions. Comment adaptez-vous vos contrats à la réforme du 1er juillet pour les professions libérales? Alors, j'imagine qu'effectivement, c'est une question qui est parfaitement d'actualité, alors à laquelle on peut partiellement répondre aujourd'hui.
C'est-à-dire que Coraline a répondu, enfin, finalement, les évolutions, elles vont concerner, enfin, elles n'auront pas d'impact sur les garanties, et sur le contrat, sur le fonctionnement du contrat, mais pour avoir un impact sur la tarification. Puisqu'on peut légitimement se dire qu'à partir du moment où une partie du risque est déportée de l'assureur vers la sécurité sociale, ça devrait coûter moins cher à l'assureur. Donc là, bon, on est en discussion. On est en discussion avec nos assureurs sur le sujet et on peut parler. Et bien sûr, on vous tiendra informé dès qu'une position sera prise. Ça impactera, c'est sûr que notre objectif, c'est d'être prêt rapidement et le plus rapidement possible pour les nouveaux contrats à venir, afin de tenir compte de cette réforme dans la tarification des futurs contrats. Après, sur la gestion des contrats en portefeuille, ce sera probablement traité au moment des renouvellements de fin d'année, parce que absorber ça en cours d'année, c'est compliqué pour tout le monde, très clairement. Voilà. On vous tiendra au courant dès que possible. Donc, on revient sur ces barèmes fonctionnels, professionnels. On entend le fait que sur certains contrats, le choix peut être laissé au moment du sinistre. Donc, est-ce qu'un professionnel qui se retrouve en arrêt indemnisé, qui malheureusement est en liquidation judiciaire durant son arrêt, est-ce qu'il continuera de percevoir son indemnisation? Oui, effectivement, c'est la nuance, c'est qu'en fait, on vérifie la situation professionnelle au moment d'arrêt de travail. Donc, on vérifie que l'assuré était bien en activité au moment de son arrêt de travail. Par contre, si y a une liquidation judiciaire qui intervient en cours de contrat, bien évidemment, là, l'indemnisation sera maintenue. C'est vraiment au moment de l'arrêt de travail où l'assuré doit être en activité. Okay. Le forfaitaire sous déduction du héros, effectivement, je ne dirais pas, mais c'est une réalité jusqu'à 1,3 passes. Et au-dessus de 1,3 passes, on passe sur l'indemnitaire. Tout à fait. On va vérifier le revenu au moment de l'indemnisation. Exactement. On vérifiera le revenu et j'en profite du coup pour me dire sur la deuxième question qui est savoir si on a une seuil de tolérance sur les revenus, entre le revenu souscrit et le revenu réel. En fait, en cas de sinistre, on va venir vérifier le revenu qui précède le sinistre, donc avec le dernier avis d'imposition. Si ce revenu, on va appliquer une tolérance de 20% sur ce revenu. Si ce revenu, avec les 20%, est toujours inférieur au montant souscrit, dans ce cas-là, on fera la moyenne des 2 années qui précèdent l'arrêt, avec toujours cette tolérance de 20%. Dans le cas d'un contrat forfaitaire sous déduction du héros ou un contrat indemnitaire, est-ce que dans l'un des deux cas, il peut y avoir enrichissement? Enfin, ou est-ce que dans les deux cas, il n'y a pas d'enrichissement? Alors, si, il peut y avoir un enrichissement dans le cas d'un contrat forfaitaire sous déduction du héros. Puisque si votre client, nous, comme je vous l'expliquais, on est forfaitaire sous déduction du héros jusqu'à 1,3 passes. En indemnité journalière, c'est à peu près 150 € par jour. Si vous avez un client qui perçoit 80 € par jour, qui se couvre à hauteur de 150 par jour, on ne va pas aller contrôler les revenus. Donc, il sera couvert à hauteur de 150 et le régime obligatoire sera déduit de ces 150. Donc, dans tous les cas, il pourra y avoir éventuellement un enrichissement. Et raison pour laquelle le forfaitaire est plafonné aussi et qu'on ne l'ouvre pas à tous les montants de garantie. On n'a pas parlé effectivement des frais généraux. La question, c'est de savoir comment on indemnise les frais généraux, 100% indemnitaires. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est aussi, on en parlera à l'occasion du 4e webinaire, puisqu'il y aura tout un volet sur comment estimer le montant des frais généraux, enfin sur la garantie frais généraux. Effectivement, les frais généraux sont en indemnitaire, c'est-à-dire qu'au moment du sinistre, on va solliciter auprès de l'assuré son dernier compte de résultat détaillé. Et on va bien vérifier qu'au moment de l'arrêt de travail, le montant de ses charges est bien équivalent à ce qu'il a souscrit. Dans tous les cas, on plafonnera l'indemnisation au montant des charges réelles qui sont payées par l'entreprise au moment de l'arrêt de travail. Ok. Je pense avoir fait le tour des questions. Sinon, n'hésitez pas à reposer. Je vous propose, pour qu'on tienne le timing, de passer au quiz. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais vous partager donc le quiz qui est constitué de 10 questions que je vous propose de lire progressivement, de vous laisser le temps de répondre et on partagera ensuite les réponses.
Première question, qu'est-ce que le délai d'attente? Choix multiple, c'est une erreur. Il n'y a pas plusieurs choix possibles, je me rends compte. Il n'y a qu'une solution possible. Le délai d'attente, est-ce la période qui démarre au premier jour de l'arrêt de travail et pendant laquelle aucune prestation n'est versée? Ou est-ce un laps de temps qui suit la date d'effet du contrat pendant lequel les garanties ne sont pas acquises? En cas d'accident, il n'y a jamais de délai d'attente, quel que soit le contrat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Troisième question, dans le cas d'un premier sinistre indemnisé, s'il y a rechute dans les 2 mois, une rechute qui est consécutive à la même pathologie que le premier sinistre, dans ce cas-là, est-ce qu'on réapplique la franchise lors du deuxième sinistre ou est-ce qu'on ne réapplique pas la franchise lors du deuxième sinistre? Une question sur la franchise relative. Elle prévoit que l'indemnisation d'un arrêt de travail démarre pendant la période de franchise, dès lors que la durée de l'arrêt de travail est supérieure à la franchise, ou bien à l'issue de la franchise. Cinquième question, que signifie indemnisation forfaitaire sous déduction du RO? Ça signifie qu'on ne vérifie pas les revenus au moment du sinistre et qu'on déduit les prestations du RO, ou ça signifie qu'on vérifie les revenus et qu'on déduit les prestations versées par le RO. Sixième question, comment est déterminée la validité dans le cas de l'application d'un barème croisé? Plusieurs réponses possibles. Donc, l'invalidité est déterminée en fonction du taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle, en fonction du taux d'invalidité professionnelle uniquement, sur la base d'un barème indicatif, type barème concours médical. Plusieurs réponses possibles. Dernier tiers, dans le cas où l'assuré a choisi de couvrir le risque d'invalidité sur la base du barème professionnel, quelles sont les affirmations qui sont justes? C'est un peu long, je vous l'accorde. Alors, le taux d'invalidité sera calculé en se basant uniquement sur le taux professionnel, vrai ou faux? Le taux d'invalidité professionnelle est déterminé par le médecin expert, vrai ou faux? Le taux d'invalidité professionnelle est calculé tenant compte des conséquences du sinistre sur la vie professionnelle de l'assuré, mais également sur sa vie privée. Vrai ou faux? Le taux d'invalidité professionnelle tient toujours compte des possibilités de reclassement professionnel. Et enfin, le taux d'invalidité professionnelle n'est pas forcément défini à partir d'un barème. Voilà, cochez tout ce qui vous semble juste. Huitième question, l'invalidité professionnelle qui tient compte des possibilités de reclassement permet une meilleure couverture de vos clients, oui ou non? Avant-dernière question, quelle est la formule la plus couvrante pour calculer la rente d'invalidité? Parce que c'est N sur 66, N-33 sur 33 ou N fois 12 sur 4. Et enfin, l'assuré dispose d'un délai légal pour déclarer un arrêt de travail. Est-ce vrai ou est-ce faux? Voilà, je vous laisse encore 1 minute 30 pour terminer. On peut voir, vous êtes déjà plus de la moitié à avoir terminé de répondre, mais je vais laisser un tout petit peu de temps et ensuite on partagera les réponses. Et on sera presque dans les temps. Allez, je laisse 15 secondes. Et ensuite, il va falloir poser les stylos. Bon, désolé pour ceux qui éventuellement n'ont pas eu le temps de terminer. Je vous rassure, on vous enverra quand même votre attestation de formation. Allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Ce que vous voyez s'afficher, ce n'est pas forcément les bonnes réponses, je précise, c'est la façon dont se sont ventilées vos réponses. Donc, le délai d'attente, qu'est-ce que c'est? Mais il fallait répondre un laps de temps qui suit la date d'effet du contrat, pendant lequel les garanties ne sont pas acquises. En cas d'accident, il n'y a jamais de délai d'attente, quel que soit le contrat. C'est vrai.
Dans le cas d'un premier sinistre indemnisé, s'il y a rechute dans les 2 mois consécutifs à la même pathologie que le premier sinistre, et on ne réappliquera pas la franchise lors du deuxième sinistre, puisqu'on sera dans le cadre de la rechute contractuelle. La franchise relative prévoit que l'indemnisation d'un arrêt de travail démarre non pas à l'issue de la franchise, mais c'est justement l'intérêt pendant la période de franchise, dès lors que la durée de l'arrêt de travail est supérieure à la franchise. Indemnisation forfaitaire sous déduction du héros, ça signifie qu'on ne vérifie pas les revenus au moment du sinistre et qu'on déduit les prestations du héros. Si on vérifie les revenus et qu'on déduit les prestations, on est dans l'indemnitaire. Comment déterminer l'invalidité dans le cas de l'application d'un barème croisé? Donc oui, on se base sur le croisement des 2 taux, avec d'invalidité fonctionnelle et professionnelle, et on se base sur un barème indicatif, qui peut être par exemple le barème concours médical, mais pas forcément celui-ci. Dans le cas où l'assuré choisit de couvrir le risque invalidité sur la base du barème professionnel, alors qu'est-ce qui est juste dans tout ça? C'est qu'on se base sur le taux professionnel uniquement, oui, la première. La deuxième est juste aussi, c'est que le taux d'invalidité est déterminé par le médecin expert. La troisième, il ne fallait pas la cocher, puisqu'on va tenir compte des conséquences du sinistre sur la vie professionnelle uniquement, et on ne va pas tenir compte des conséquences sur sa vie privée. La quatrième, il ne fallait pas la cocher non plus. Là, le taux d'invalidité professionnelle est défini dans les conditions générales. C'est là où vous pourrez voir si on tient compte ou non des possibilités de reclassement. C'est contractuel. Et enfin, la dernière est juste, c'est-à-dire que le taux d'invalidité professionnelle n'est pas forcément défini à partir d'un barème, on l'a vu. Il peut y avoir un barème contractuel annexé aux conditions générales, mais pas forcément. 8e question sur l'invalidité professionnelle. Si elle tient compte des possibilités de reclassement, elle permet une meilleure couverture de vos clients. Mais non, justement, si on tient compte des possibilités de reclassement, ce sera moins favorable à l'assuré. Sur la formule de calcul de la rente d'invalidité, donc la plus couvrante, c'est la N sur 66. Et je précise que la N fois 12 sur 4 n'existe pas. Et enfin, est-ce qu'il y a un délai légal pour déclarer un arrêt de travail? Eh bien, non. Bon, on pourrait penser que notre question est piège. En fait, il n'y a pas de délai légal, il y a un délai contractuel. Il n'y a pas un délai qui s'oppose à tous. Voilà, écoutez, on arrive au terme. J'espère qu'on a répondu à vos attentes, qu'on a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans le cadre du questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé comme de coutume demain par email. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à vous exprimer aussi. En tout cas, faites-nous part de votre retour parce qu'on est toujours friand de ça. On espère vous retrouver le 24 juin pour donc, le 4e module qui sera plus lié qui vous donnera vraiment tout en main pour bien accompagner vos clients au moment de la souscription, toutes les questions à se poser, etc., etc. Et si vous avez des points particuliers que vous souhaitez aborder pendant ce module, n'hésitez pas à nous en faire part en amont. On peut en tenir compte dans la préparation. Voilà, on vous remercie vivement pour votre présence et pour votre participation. Et voilà, je vous le répète, vous recevrez support de formation et attestation DDA par email. Voilà, un grand merci. Passez une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci pour votre attention.